Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News dans ce journal. Tout de suite l'actualité. À Alger, la 4e édition de la conférence africaine des startups s'est clôturée aujourd'hui. Un rendez-vous marqué par un appel à renforcer la coopération intra-africaine, à soutenir les jeunes porteurs de projets et à faciliter la mobilité des entrepreneurs sur le continent. Dans le domaine des utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaire, l'Algérie et l'Agence internationale de l'énergie atomique ont signé une déclaration commune de coopération. En Palestine occupée, les forces sionistes ont fait irruption dans les locaux de l'UNRWA, Al-Quds occupé. En Ukraine, 8 personnes ont été tuées dans un bombardement présumé russe dans l'est du pays. Bonsoir et bienvenue tombée de rideau ce lundi sur la 4e édition de l'African Startup Conference au Centre international des conférences d'Alger. Après 3 jours consacrés à l'innovation africaine sous toutes ses formes, l'événement qui a réuni entrepreneurs, investisseurs et experts venus de tout le continent a mis en avant le dynamisme de l'écosystème africain et la montée en puissance des solutions technologiques Made in Africa avec l'Algérie comme moteur de cette dynamique. L'engagement de l'État algérien en faveur des jeunes entrepreneurs a été réaffirmé par le président Abdelmajid Tebboune lors de l'ouverture de la 4e édition de la conférence africaine des startups organisée durant 3 jours à Alger. Un rendez-vous continental qui s'inscrit dans la lancée de la politique algérienne favorable au développement de l'entrepreneuriat et la création et croissance des startups. Cette politique a d'ailleurs valu à l'Algérie plusieurs distinctions internationales. Commentaire de Souhila Kilal. Des success stories à l'algérienne, il y en a à foison et dans différents domaines, mais il y a un secteur qui se distingue brillamment ces dernières années, à savoir les startups et les micro-entreprises. Un écosystème algérien en expansion qui trace son chemin sur l'autoroute de l'excellence et de la réussite tant au niveau national qu'international, avec des distinctions à l'occasion d'importantes manifestations dédiées à l'entrepreneuriat et aux porteurs de projets innovants. Nous avons l'honneur de participer au programme présidentiel lancé par l'ASEP. Donc c'est un programme où nous avons voyagé à l'étranger, en Qatar, en Arabie Saoudite et éventuellement à la Corée du Sud. On voit de plus en plus des startups qui ont une stratégie d'exportation, où ils sont en train de créer des sociétés filles, ou bien eux-mêmes sont en train de se déplacer. Ils ont des marchés à l'international. Nous sommes dans cette optique pour l'année prochaine, Inch'Allah. Pour cette année, on se focalise beaucoup sur le marché algérien, mais dès l'année prochaine, notre avenir, on le voit à l'extérieur. La participation à des salons et à des concours internationaux a permis de mettre la lumière sur les talents algériens et de les sortir de l'anonymat grâce à des projets innovants et à forte valeur ajoutée, suscitant l'intérêt de grandes firmes internationales et des fonds d'investissement. Des prodiges locaux soutenus par des programmes nationaux et un écosystème favorable mis en place par les pouvoirs publics pour encourager l'innovation et le savoir technologique à travers divers organismes d'accompagnement et d'investissement et d'une série de mesures incitatives dans le cadre d'un dispositif intégré, ce qui traduit l'engagement réel de l'État algérien en faveur des jeunes entrepreneurs. L'écosystème des startups algériens actuellement, il est en voie de développement très très rapide. Et moi, à ma connaissance, ce que je viens de voir dans cette exposition, il y a beaucoup d'Africains et puis même des Européens qui sont venus nous contacter. Ils sont très intéressés aux startups algériennes et leurs idées éventuellement. On a créé un produit qui s'appelle
Mofid, c'est un agent commercial dans l'intelligence artificielle et c'est le premier agent de cette catégorie-là en Algérie et je pense même en Afrique. On a des enjeux très importants. Ça sera une année de négoce pour nous afin de créer plus de chiffres d'affaires et grandir et devenir une grande société, Inch'Allah. En quelques années, les efforts de l'Algérie ont permis la réalisation d'avancées notables, faisant passer le nombre de start-up de 200 seulement en 2019 à plus de 13 000 aujourd'hui. L'Algérie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et s'engage à atteindre les 20 000 start-up à l'horizon 2029. Une détermination qui a permis à l'Algérie d'obtenir en juin dernier le prix champion des politiques entrepreneuriales aux États-Unis. Cette 4e édition de la conférence africaine des startups a été marquée par la présence du Rwanda en tant qu'invité d'honneur. Le Rwanda a enregistré ces dernières années des progrès notables en matière d'innovation. De par sa capitale Kigali, le Rwanda est un écosystème startup en pleine croissance, notamment dans les secteurs de la fintech, green tech, health tech et l'intelligence artificielle. Écoutons à ce propos Yves Eradukunda, ministre rwandais des technologies de l'information et de l'innovation. Être invité d'honneur, c'était un privilège certes, mais c'était aussi une responsabilité. Le Rwanda a fait le progrès en matière d'innovation et de transformation digitale, mais nous considérons cela comme un parcours continu. Être invité d'honneur, c'est une reconnaissance encourageante, tout en rappelant que nous devons continuer à apprendre et nous améliorer et à collaborer avec nos partenaires africains, ce qui est précisément l'objectif de notre présence ici. Justement, le ministre d'État rwandais chargé des technologies et de l'information et de la communication revient sur cette vision commune entre l'Algérie et le Rwanda et sur l'importance de renforcer la coopération africaine dans le domaine des startups. On l'écoute. Nous avons échangé sur la matière de renforcer la collaboration entre nos écosystèmes, en nous appuyant sur les complémentarités naturelles entre nos deux pays. Le Rwanda apporte une forte agilité en matière d'innovation et d'expérimentation, tandis que l'Algérie bénéficie d'un marché vaste, d'un positionnement stratégique et d'un vivier talent et solide. Nous avons également évoqué à l'accord récemment signé entre nos deux pays sur l'entrepreneuriat, l'innovation et l'économie numérique. Lors de la visite à Alger de notre président au mois de juin, qui nous constitue une base importante pour développer des objets concrets entre start-up algériennes et rwandaises. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu ce matin au siège du ministère des Entretiens par visioconférence avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Mariano Grossi. À l'issue de ces entretiens, les deux parties ont signé une déclaration commune sur la coopération entre l'Algérie et l'AIEA dans le domaine des utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaire. Cette déclaration vise à renforcer l'assistance technique de l'agence en faveur de l'Algérie, notamment par la réalisation d'une étude sur le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire dans les domaines de la production d'électricité, de la santé, du dessalement de l'eau de mer et de l'agriculture. Une source militaire de l'armée soudanaise a révélé aux médias locaux que le retrait de l'armée du champ pétrolier de Eglek dans l'ouest du Kordofan visait à éviter la destruction et la dévastation des champs pétroliers. La même source a confirmé lundi avoir réussi à évacuer les travailleurs du champ pétrolier et à mettre en place des mesures de sécurité dans les champs pétroliers afin de garantir qu'ils ne soient pas détruits car ils ne constituent l'une des richesses du peuple soudanais. Le champ pétrolier de Eglig a été bombardé à plusieurs reprises par les forces de soutien rapide, ce qui a causé d'énormes dégâts.
Après la tentative du coup d'État avorté au Bénin et l'arrestation de 12 militaires, le président béninois Patrice Talon s'est exprimé dimanche soir à la télévision nationale annonçant que la situation était totalement sous contrôle, appelant les citoyens à vaquer sereinement à leurs occupations. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par la tentative inconstitutionnelle de prise de pouvoir au Bénin et a évoqué une nouvelle menace potentielle pour la stabilité de la région. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national. Et après cette tentative de coup d'État ratée, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a annoncé le déploiement immédiat de troupes du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour soutenir le gouvernement et l'armée républicaine du Bénin et préserver l'ordre constitutionnel. La force en attente de la CEDEAO a le mandat de garantir la paix et la stabilité de la région. Elle s'est par exemple déployée en Gambie en 2017 lorsque le président sortant Yahya Jammeh refusait de quitter le pouvoir. En Palestine occupée, le Croissant Rouge palestinien a annoncé qu'un Palestinien avait été assassiné et un autre blessé par les tirs des forces d'occupation sionistes à l'est de Qalqilia, en Cisjordanie occupée. Le Croissant Rouge a précisé dans un communiqué que les forces d'occupation stationnées à l'entrée principale de la ville d'Ezoun avaient tiré sur un véhicule à Qalqilia, assassinant un jeune Palestinien et en blessant un autre. Franchissant un nouveau pas dans le piétinement du droit international, les forces d'occupation sionistes ont fait irruption lundi matin dans les locaux de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA dans le quartier de Sheikh Jarrah al-Quds occupé. Dans un communiqué, la préfecture d'Al-Quds occupé a déclaré que l'intrusion de l'occupant dans les locaux de l'UNRWA constituait une grave atteinte et un défi direct à la décision récente de l'ONU de renouveler le mandat de l'agence. Le communiqué ajoute que les forces d'occupation ont fait irruption dans les locaux de l'UNRWA et ont procédé à des fouilles et ont saisi les téléphones des gardes de sécurité tout en bouclant complètement le quartier. C'est profondément triste et honteux que la communauté internationale reste si silencieuse aujourd'hui. Nous voyons ce qui se passe, une véritable invasion de l'un des bâtiments des Nations Unies. Le drapeau des Nations Unies flotte, des immunités et une protection sont en place. Ce bureau n'est pas le fruit de la décision de quelques individus venus prêter main forte à l'organisation. C'est une décision de l'Assemblée générale. Il y a à peine 2 semaines, une décision a été prise pour prolonger son mandat de 3 ans. Et voilà la réponse. Voilà la réponse d'Israël, qui signifie à la communauté internationale, nous nous en fichons, nous voulons faire ce qui nous plaît. C'est tout simplement navrant et déplorable. Ce matin, vers 6h30, ils nous ont surpris. Il y avait beaucoup de policiers, d'employés municipaux et d'autres forces de l'ordre. Ils ont forcé les serrures et sont entrés. Ils ont emporté la plupart des meubles. On ne sait pour quelle raison. Ils nous ont simplement demandé de rester à l'écart. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de journalistes, des personnalités importantes. On ne sait pas exactement ce qui se passe. As you see, there's a lot of press here, there are a lot of people, but exactly we don't know what's going on. L'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 70 365 martyrs et 171 058 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, en octobre dernier, 376 Palestiniens sont tombés en martyrs et 981 autres ont été blessés, tandis que le corps de 626 martyrs ont été récupérés, a ajouté la même source.
Conflit russo-ukrainien, les autorités ukrainiennes ont fait état d'un certain nombre de morts et de blessés dans un bombardement imputé à la Russie sur Donetsk, Kharkiv et Dnipro, dans l'est du pays. Les mêmes sources ont affirmé ou ont confirmé lundi que personne ou 4 personnes ont été tuées dans un bombardement présumé russe visant Donetsk, tandis que 3 autres personnes ont été tuées dans un raid sur la province de Kharkiv, une autre victime dans un bombardement visant la province de Dnipro et d'autres ont été blessés dans un bombardement imputé à la Russie sur Soumy. Les forces russes ont pris le contrôle des villages de Kucherivka, dans la région de Kharkiv au nord de l'Ukraine, et de Rivne, dans la région de Donetsk à l'est, et a annoncé le ministère russe de la Défense. Des images diffusées lundi par le ministère russe de la Défense montrent que les forces russes ont pris le contrôle du village de Rivne, dans la région de Donetsk. Moscou a mené des frappes groupées contre les infrastructures de transport ukrainiennes, les installations énergétiques et la production de carburant, les bases aériennes militaires et les complexes de drones à longue portée, a ajouté le ministère. Au plan diplomatique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il attendait des informations détaillées de la part des diplomates ukrainiens sur les pourparlers de paix qui se tiennent à Moscou. Dans son allocution quotidienne, Zelensky a déclaré que le chef de conseil de sécurité ukrainien, Rustem Umerov, et le chef d'état-major général, Andriy Anatov, qui dirigeait la délégation de Kiev, étaient en route pour le briefer. Zelensky a également déclaré avoir eu une conversation téléphonique avec les envoyés américains Steven Witkoff et Jared Kushner. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle semaine diplomatique avec des consultations prévues avec les dirigeants européens. Ces derniers jours, des représentants ukrainiens ont eu des discussions de fond avec les envoyés du président américain. Le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, Andriy Natov, sont actuellement en route pour l'Europe. J'attends d'eux des informations détaillées sur l'ensemble des échanges avec les envoyés américains à Moscou, ainsi que sur les points que les Américains veulent négocier avec nous et avec les Russes. Les dirigeants de 7 pays membres de l'Union européenne ont exhorté lundi le bloc à utiliser les avoirs russes gelés pour financer la guerre en Ukraine. Dans une lettre adressée au président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les dirigeants de l'Estonie, de la Finlande, de l'Irlande, de la Lettonie et de la Lituanie, de la Pologne et de la Suède ont souligné que ces fonds russes devaient être utilisés pour soutenir l'Ukraine, je cite, dans sa lutte pour l'indépendance, car cela servait également des intérêts de l'Europe. Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a affirmé que ce qu'il a qualifié d'agression de la Russie contre l'Ukraine constituait une menace existentielle pour l'Europe. Dans une lettre adressée à la Commission européenne et au président du Conseil européen, il a demandé qu'il soit donné suite rapidement aux propositions visant à utiliser les avoirs gelés de la Russie pour obtenir un prêt destiné à indemniser l'Ukraine qui a été touchée par la guerre, selon le Premier ministre suédois. Le Kremlin a annoncé lundi que l'Inde continuerait d'acheter du pétrole partout où cela serait profitable afin de garantir ses propres intérêts économiques. En août, le président américain Donald Trump a doublé les droits de douane sur les produits indiens, les portant à 50% afin de punir New Delhi pour ses achats de pétrole russe que Washington accusait de contribuer au financement de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Lors d'une visite à New Delhi, la semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a proposé à l'Inde un approvisionnement continu en carburant. L'Inde, en tant qu'État souverain, mène des opérations de commerce extérieur et achète des ressources énergétiques là où cela est avantageux pour elle. Et pour autant que nous le comprenions, nos partenaires indiens poursuivront cette politique afin de garantir leurs intérêts économiques.
Les affrontements à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande ont repris de plus belle lundi, causant la mort de 4 civils cambodgiens. La Thaïlande, qui a mené des frappes aériennes à la frontière, a fait état de son côté d'un soldat mort et de 8 autres blessés. Le Cambodge et la Thaïlande ont rompu leurs relations diplomatiques le mois de juillet dernier, le Cambodge ayant rappelé son personnel et expulsé l'ambassadeur thaïlandais. Le conflit frontalier entre les deux pays a commencé il y a plus d'un siècle pendant l'occupation du Cambodge par la France. Le Cambodge a accusé lundi la Thaïlande de violer le cessez-le-feu négocié entre les deux pays en octobre après de nouveaux affrontements le long de leurs frontières contestées. Le porte-parole du ministère cambodgien de la Défense nationale a appelé la communauté internationale à condamner cette violation de la déclaration conjointe d'accord de paix entre le Cambodge et la Thaïlande. Face aux attaques thaïlandaises, l'armée cambodgienne n'a toujours pas riposté. Elle a respecté l'accord de cessez-le-feu conjoint entre le Cambodge et la Thaïlande et les autres accords de principe conclus entre les deux pays dans le cadre du mécanisme de résolution pacifique et conformément au droit international. Le Cambodge souhaite appeler la communauté internationale à condamner cette violation de la déclaration conjointe d'accord de paix entre le Cambodge et la Thaïlande et les activités illégales de la Thaïlande et exige que la Thaïlande assume la responsabilité de cette agression. Le Cambodge appelle la Thaïlande à cesser immédiatement ces actes de violence qui menacent la paix et la stabilité dans la région. Pour sa part, le Premier ministre thaïlandais a déclaré lundi que son pays ne cherche ni la violence, encore moins à attiser les tensions dans la région, mais que son pays ne tolérerait pas que sa souveraineté soit violée et que la Thaïlande prendra les mesures appropriées pour réagir. La Thaïlande ne souhaite jamais voir de violence. Nous insistons sur le fait que la Thaïlande n'a jamais initié les affrontements, ni empiété sur leur territoire. Mais la Thaïlande ne tolérera aucune violation de sa souveraineté et agira avec les mesures appropriées, avec prudence, en privilégiant la paix, la stabilité et en respectant les principes humanitaires. Le Japon a convoqué dimanche l'ambassadeur chinois affirmant que ces chasseurs ou des chasseurs chinois avaient menacé des chasseurs japonais en dirigeant, selon lui, le radar vers eux. Le ministère japonais des Affaires étrangères a précisé que des avions de combat chinois avaient activé le radar à 2 reprises sur des avions de combat japonais au-dessus des eaux internationales auprès de l'île de l'Ikanawa sans causer de dommages, ajoutant que Tokyo avait présenté une protestation ferme à l'ambassadeur chinois lui demandant de garantir que cela ne se reproduirait plus. La Chine est prête à travailler avec les États-Unis pour améliorer les relations tout en protégeant formellement sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement, a déclaré lundi le ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine espère que les États-Unis iront dans le même sens, renforceront le dialogue et la coopération, géreront correctement les différends et promouvront des relations stables, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Nous avons pris note de la publication du rapport sur la stratégie de sécurité nationale du gouvernement américain. La Chine a toujours affirmé que la coopération sino-américaine est bénéfique aux deux parties, tandis que la confrontation leur nuit. Le respect mutuel, la coexistence pacifique et une coopération gagnant-gagnant constituent la voie à suivre pour les relations sino-américaines et la seule voie viable pour bâtir une relation stable. La Chine est disposée à œuvrer avec les États-Unis pour promouvoir la poursuite d'un développement stable des relations sino-américaines, tout en préservant fermement sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement.
Et enfin, en sport, à la veille du match face à l'Irak, Majid Bouguera a insisté lors d'une conférence de presse animée aujourd'hui sur la préparation et la nécessité d'aborder cette rencontre avec sérieux, tout en soulignant que la sélection A fera face à une équipe au profil différent de celle affrontée récemment. Le sélectionneur irakien Graham Arnold a pour sa part insisté sur la nécessité de se concentrer sur son équipe et de poursuivre la progression. Ça va être un match important pour nous, un match important aussi pour les deux équipes. Je pense que ce tournoi est bien fait dans le sens où que tous les gros derbies, entre guillemets, les gros matchs se font sur le dernier match qui te permet de te rentrer dans la compétition et être prêt pour les quarts de finale si tu te qualifies, Inch'Allah. Le charme de ce tournoi, c'est que tu joues des équipes complètement différentes. Et voilà, on a l'opportunité de jouer contre le Soudan, qui est un peu un style africain. Bahreïn qui est un peu le style on va dire Kharij, et l'Irak un style différent, costaud, très athlétique, et puis voilà, c'est une équipe avec beaucoup de harara. Tu sens que tous les joueurs quand ils jouent ils se donnent à 2000%, ils ont l'amour de leur nation. J'ai eu la chance de jouer contre une équipe irakienne en Ligue des champions asiatiques. Encore une fois, je le répète comme dans mes interviews précédentes, on est conscient des qualités de l'équipe d'Irak, des qualités des joueurs de l'équipe d'Irak. On a beaucoup de respect pour eux. Et donc c'est pour ça qu'on se prépare de la meilleure manière possible. C'est pour ça que pour nous c'est un grand match. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.